Les gens se souviennent de toi. C'est génial, parce que je me suis fait pirater ma boîte, donc on s'est envoyé à tous les contacts, je sais pas quoi. La boîte, je trouve que c'est parfait. Ouais. C'est comme les gens le lien, il fallait cliquer sur un lien, on peut suivre les régimes. Jamais. Alors, nous allons reprendre donc avec la deuxième conférence. Donc, une thématique tout à fait différente, comme vous le voyez, la fonction ludique de la littérature. Donc, comme vous le savez, c'est un programme assez éclectique qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, Monsieur Ricard Ripoll de l'Université autonome de Barcelone donc, va vous en dire plus. Donc, je lui cède la parole. Bonne conférence. Merci. Si tu veux, je te monte une chaise ici. Ici, la main au côté. Si tu veux. Je vais être le plus léger possible. Si je me mets là, t'inquiète pas. Ouais. Je vais vous parler du rapport du jeu et de la littérature. En présentant dans un deuxième temps le mouvement Oulipo. Mais je voudrais d'abord, avant de parler de Oulipo, voir comment le jeu et la littérature, depuis le début de la littérature française, est quelque chose qui est vraiment... le jeu est ancré dans la littérature française depuis les premiers textes. Depuis, on peut prendre Rabelais, et je vais prendre quelques exemples. Donc je partirai surtout d'exemples pour pouvoir ensuite essayer d'en tirer une théorie, en tout cas des réflexions sur la littérature, son rapport à la communication, à la représentation. Et je voudrais tout d'abord partir d'une opposition proposée par Jean Ricardou, qui, dans les années 60, faisait partie du nouveau roman, à la fin des années 50, puis dans les années 70, du mouvement, de la mouvance telle qu'elle. Sûrement cette première diapositive, ce premier schéma est peut-être le plus complexe de ce que je vais présenter. Après, vous allez voir que ce sont des exemples tirés de la littérature française qui seront beaucoup plus simples. Mais il me semble que cette opposition est aujourd'hui encore tout à fait pertinente. Il opposait l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture. Deux façons, en fait, de concevoir la littérature. Pour lui, ce qu'il appelait la littérature, disons, ancienne, dont le modèle serait au XIXe siècle Balzac, ce serait du côté de cette écriture d'une aventure. C'est-à-dire qu'il y aurait plutôt l'euphorie du récit et l'illusion référentielle, alors que l'aventure d'une écriture, pour lui, dans les années 60-70, c'était cette nouvelle écriture qu'avait déjà proposé le nouveau roman, que continuait à proposer telle qu'elle, et qui va continuer avec d'autres mouvements, comme l'Oulipo, on le verra, et même on pourrait dire aujourd'hui encore, actuellement, le mouvement, c'est pas vraiment un mouvement, c'est pas vraiment une école, c'est une mouvance aussi de ce qu'on appelle l'autofiction, et on voit que dans l'autofiction, il y a un peu ces deux caractéristiques. Il y a certains auteurs
se réclamant de l'autofiction, qui vont plutôt du côté de cette euphorie du récit, et d'autres auteurs qui vont plutôt du côté de la contestation du récit. C'est pas quelque chose qui est, disons, tout à fait carré. C'est pas on a 50% de l'un et de l'autre. Vous voyez qu'au centre, il y a une ligne en pointillé qui peut varier, et il y a certains textes qui peuvent avoir beaucoup plus de contestation du récit ou beaucoup plus d'euphorie du récit. Hein, pour être clair, disons que les romans, les récits qui vont plutôt du côté de l'aventure, de raconter quelque chose, seraient donc ces récits où il y a une illusion référentielle beaucoup plus importante, alors que les récits qui contestent l'écriture, qui à travers une réflexion métalinguistique, contestent les textes du passé, et les inscriptions passées, etc., seraient plutôt du côté de la contestation et donc de l'illusion littérale. Ricardo, si tu es, pour aussi mettre les choses au clair, d'un côté, donc, je disais Balzac comme représentant de cette écriture plus classique, conventionnelle, de l'autre côté, il y aurait Flaubert. Flaubert qui est donc l'auteur qui, d'une certaine façon, représente au XIXe siècle quelqu'un qui a pensé la littérature plutôt du côté de la contestation. Même si, je suppose que tout le monde connaît Madame Bovary, c'est un texte que l'on peut lire, on peut en lire l'histoire, on peut en lire, disons, ce qui est le fil de l'aventure, si on veut, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est comment, c'est la forme, c'est comment ce texte est écrit. Hein. Flaubert voulait faire un livre sur rien, et donc quand on écrit sur rien, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit que des choses qui contestent d'une certaine façon le récit. Alors, en effet, dans tout texte, il existe cette tension entre l'euphorie du récit, sa contestation, ce qu'on pourrait appeler sa mise à l'épreuve, et plus cette euphorie prend de la place, plus le récit impose l'anecdote, l'histoire, et à l'opposé, plus le récit est contesté, et plus l'écriture devient le sujet même du roman. Cette opposition va articuler en fait toute mon intervention, même si je vais laisser de côté les pratiques scripturales les plus fondamentales du nouveau roman de tel quel, pour m'interroger sur certaines marges de ces expérimentations, et donc on verra surtout par la mise en place de ces pratiques ludiques par le groupe Oulipo à partir des années 60. Bien. Je voudrais donc tout d'abord montrer combien la littérature, en général, mais en particulier la littérature française, est imbibée de cette fonction ludique dès l'apparition des grands textes littéraires. Et l'une des techniques les plus productives va être sans doute l'utilisation des anagrammes. Tous les poètes du Moyen-Âge, puis les poètes de la Renaissance, de Villon aux grands rhétoriqueurs, aux poètes de la Pléiade, tous ces auteurs ont joué sur cette figure de style qui est en fait le renversement de l'être. Souvent, d'ailleurs, associé au nom de l'écrivain par le pseudonyme. C'est le cas de Rabelais. Donc ici, Rabelais, qui se fait connaître, les premiers textes qu'il publie, par ce pseudonyme, Alcofribas Nazier, qui est l'anagramme de son nom. Vous voyez que toutes les lettres reviennent dans ce pseudonyme. D'autres cas très connus de la littérature seraient celui de Voltaire, de Boris Vian, qui a plusieurs pseudonymes, mais qui prend aussi le nom de Bison Ravi, Marguerite Yourcenar, par exemple, Verlaine, qui se nomme dans les poètes maudits Pauvre l'Élian, ou alors même d'autres anagrammes, comme celui de Salvador Dali, surnommé par André Breton Avida Dollars. Alors bien sûr, là, dans ce cas-là, ce n'est pas un surnom que Dali a choisi. Mais bon, c'était quelqu'un connu, et surtout, André Breton avait trouvé que c'était le pseudonyme, l'anagramme qui le définissait le mieux. Mais on pourrait aller voir, donc faire une petite parenthèse du côté du show business, pour voir comment cette utilisation de l'anagramme peut quelquefois aussi offrir un cautionnement intellectuel.
Hein, c'est le cas par exemple d'un chanteur qui est très connu, Pascal Obispo, sous lequel se cache bien sûr le nom de Pablo Picasso. Plus troublant serait aussi le cas d'anagrammes qui apparaissent, quelquefois de manière fortuite, et que le hasard permet de reconstruire. Et c'est un peu le travail de certains chercheurs d'anagrammes qui ont quelquefois une mentalité assez tordue, mais qui ont pu constater, que le nom d'Amélie Poulain, l'héroïne du film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que certains critiques, en tout cas un critique en particulier, avait qualifié comme un film pétainiste. Il avait dit de ce film-là que tout était merveilleux, que c'est une France, disons, qui n'existait pas, etc. Il avait dit que ce film était un film pétainiste. Et ce qui est curieux, c'est de voir que certains ont tout de suite vu, sous le nom d'Amélie Poulain, l'anagramme de « Oui à Le Pen ». Pardon, « Oui à l'ami Le Pen ». Donc là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça existe. C'est pas une invention. Vous pouvez le reconstruire. C'est un anagramme. Donc la lettre offre quelquefois des curiosités inattendues. Mais pour revenir à la littérature, je prendrai par exemple l'exemple de Stendhal et du roman Le Rouge et le Noir. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez vu et assez travaillé. Mais dès le début, dès les premières pages de Stendhal et de ce roman qui sûrement est étudié dans certains lycées ou à l'université, dans les écoles de langue, Stendhal demande au lecteur, dès les premières pages, donc une attention, parce que au moment où il rentre dans une église, il voit un morceau de journal, un article de journal, où il est question d'un criminel qui s'appelle Louis Jeanrel. Donc le héros du roman, du Rouge et Noir, c'est Julien Sorel. Julien fait tout de suite, immédiatement, le rapprochement. Je cite, il dit « Pauvre malheureux, son nom finit comme le mien. » Louis Jeanrel, Julien Sorel. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que non seulement le nom finit comme le sien, mais c'est l'anagramme de son nom. Donc là, Stendhal est en train de jouer, si on veut, avec le lecteur, d'une certaine façon, puisqu'il est en train de lui dire, voilà, ce personnage qui est un assassin, ce Louis Jeanrel, qui est un assassin, c'est un peu, d'une certaine façon, par ce qu'on peut appeler une mise en abîme, c'est un peu le destin, déjà, du personnage principal de Julien Sorel, qui est, dans ce nom, complètement établi. Et le roman ne fait que reproduire cette affaire, et Stendhal prépare le lecteur à ce qui va venir plus tard. Donc cette utilisation de l'anagramme, du nom caché dans le texte, au-delà du jeu que l'auteur peut vouloir activer, suppose une idée de la littérature comme pratique de la lettre, privilégiant la productivité sur la communication, privilégiant le côté, disons, de contestation du récit plutôt que celui de l'écho du récit. Car penser le texte en tant que communication, c'est gommer, à mon sens, l'essence de la littérature, c'est-à-dire le travail sur les mots, c'est mettre en avant une idéologie qui vise à penser le texte comme déploiement d'une aventure, dans son sens le plus anecdotique, la mise en œuvre d'actions qui gomme la véritable aventure, qui est celle de l'écriture. La communication ne peut en littérature que passer par la lettre, évidemment. La littérature, c'est avant tout des mots. Tout à l'heure, dans la communication précédente, Paola mettait un poème de Verlaine. C'était le début du poème de Verlaine, mais la fin dit tout le reste est littérature. Et c'est déjà dans cette idée que tout n'est que littérature, finalement, c'est que tout n'est que lettres, tout n'est que mots. Alors, c'est ce qu'un auteur qui est considéré comme un auteur très classique avait déjà vu dans ce poème qui est tiré de la légende des siècles. C'était un très long poème, je n'ai pris que
que la fin dans son Bose endormi. Donc, je voudrais que vous regardiez ces quelques vers où j'ai mis en rouge le mot important. Puisque Victor Hugo, au moment quand il écrit ce poème, il arrive un moment où il devait penser à deux villes orientales, et donc il avait la ville de Ur qui existe, mais il lui manquait une ville avec la rime en est, et Ruth se demandait. Et Victor Hugo essaye de trouver une ville, cherche une ville orientale qui pourrait finir en est et ne la trouve pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il invente. Il invente une ville et il trouve cette ville, inventée bien sûr, Jérimadais, qui peut se lire de deux façons. Dans la prononciation, pour faire la rime, il faut lire « Tout reposait dans Ur et dans Jérimadais, les astres émaillaient le ciel profond et sombre, le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident et Ruth se demandait, etc. » Mais par la vue, on peut aussi voir Jérimadet, c'est-à-dire terminer avec ce det. Or, c'est vraiment une invention, à mon sens, très importante de Victor Hugo. C'est une trouvaille, disons, assez fine, puisque il joue sur ces deux choses, le parler Jérimadais, c'est-à-dire finalement j'ai trouvé une rime pour des, mais en même temps il nous dit j'ai rime à det, puisque j'ai inventé un mot, je dois au lecteur une rime, je suis en dette avec lui. Donc il fait un jeu qui est innocent, que l'on peut ne pas voir peut-être, mais ça suppose l'inscription de l'écrivain dans son propre texte, et cette fonction ludique ici elle est tout à fait claire, en nous disant voilà, si ça n'existe pas, ça existe dans le texte. Donc ce qui est important, c'est non pas la réalité telle qu'elle est, c'est ce que je fais de la réalité. Et donc c'est là que se situe, à mon sens, la véritable communication littéraire, qui est ce jeu entre le texte et sa lecture, et qui insiste sur l'importance de la création. Les écrivains ont également cherché à faire passer par l'écriture des messages, d'une façon quelquefois insidieuse, quelquefois des slogans politiques, des aveux amoureux, des annonces qui ne pouvaient être entendues que par un petit nombre. Un autre exemple serait cet exemple anonyme, vive à jamais l'empereur des Français, la famille royale est indigne de vivre, oublions désormais la race des Capets, la race impériale doit seule lui survivre, soyons donc le soutien de ce Napoléon, du comte de Chambord chassant l'âme hypocrite, c'est à lui qu'appartient cette punition, la raison du plus fort à son juste mérite. Si on lit ce poème, c'est une défense de Napoléon, c'est une louange à Napoléon. Mais si on sépare les hémistiches, les deux parties du vers, ça devient quelque chose de tout à fait différent. Voilà. On peut lire de la façon « Vive à jamais la famille royale, oublions désormais la race impériale, soyons donc le soutien du comte de Chambord, c'est à lui qu'appartient la raison du plus fort, l'empereur des Français est indigne de vivre, la race des Capets doit seule lui survivre, de ce Napoléon chassant l'âme hypocrite, cette punition a son juste mérite. » Et donc ça dit tout le contraire. On peut donc proposer des textes et dire quelque chose et son contraire. Et c'est au lecteur de trouver, c'est à la perspicacité du lecteur de trouver le véritable message. Donc ça serait du côté du politique. Sur le plan amoureux, il y a de nombreux textes, de nombreuses lettres de George Sand à Musset, à Alfred de Musset, qui aussi travaille de cette façon. Je voudrais simplement vous citer celle-ci. J'en avais trouvé d'autres qui étaient beaucoup plus disons, érotico-pornographiques que vous pouvez trouver peut-être sur Internet. Mais je vous montre celle-ci simplement. George Sand envoie une lettre à Alfred de Musset et lui dit « Quand je mets à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'un instant je change de visage? Vous allez capturer les sentiments d'un cœur que pour vous adorer forma le Créateur.
Je vous chéris, amour, et ma plume en délire couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots. Vous saurez quel remède apporter à mes mots. Et Alfred de Musset, qui a tout de suite compris, lui répond « C'est un signe faveur que votre cœur réclame, nuit à ma renommée et répugne à mon âme. » Donc, George Sand lui dit, de façon explicite, lisez les premiers mots, hein, et vous saurez ce que je veux vous dire. Donc, si on prend les premiers mots, ce qui est visible, c'est « Quand voulez-vous que je couche avec vous ?» Et Alfred de Musset répond « Cette nuit ». Donc, c'est un autre niveau. Et il y a beaucoup de textes comme ça de George Sand, qui apparemment est une écrivaine, comme on dit maintenant, très classique et sérieuse, etc., mais qui est capable aussi de jouer avec les mots, de jouer avec la littérature. Et en fait, la littérature, à la base, c'est ça. C'est une communication avec le lecteur, c'est quelque chose que l'on veut faire avec elle pour en tirer des choses, des objectifs précis. Et c'est dans ce sens que je dis que la littérature n'est pas une reproduction de la réalité, mais la création d'un monde qui peut s'inspirer de la réalité, mais qui échappe à la vérité. En tout cas, qui échappe à la vérité, à cette vérité avec un grand V, métaphysique, etc. En littérature, tout est mensonge. Ou, comme le disait le grand poète Louis Aragon, lui, il parlait de mentir vrai. La littérature est mensonge parce qu'elle offre sa propre réalité, sa propre vérité, qui est la vérité à tirer d'elle-même, du texte. Le jeu littéraire permet de pénétrer dans un monde où tout fait signe, où les noms signifient, qu'il s'agisse de Bovary, qui évoque le bœuf. Si vous voulez, je m'arrête un peu sur Bovary, parce que c'est un cas très intéressant. Et même le début de Madame Bovary, qui est un cas unique dans la littérature, je pense, d'un écrivain qui est considéré comme le grand écrivain du réalisme, peut-être l'écrivain français du 19e siècle en tout cas, qui fait une écriture pure, une écriture, bien sûr, Madame Bovary, il écrit ça en 5 ans, et il pensait à chaque phrase pendant des mois et des mois. Donc, dans Madame Bovary, tout est pensé, tout est réfléchi. Il n'y a pas de mots qui soient en plus, en trou. Or, Madame Bovary commence par « Nous étions à l'étude quand le proviseur entra ». C'est quand même un début assez particulier, dans le sens où c'est un roman qui est à la 3e personne. C'est le roman du réalisme, c'est « il », etc. Et le roman commence par « Nous étions à l'étude ». Donc c'est qu'il y a quelqu'un qui est impliqué, il y a un personnage, et ce nous, personne ne l'a expliqué. Pourquoi Flaubert, écrivain réaliste, écrivain qui domine son sujet, la langue, etc., pourquoi il commence comme ça, et il ne commence pas comme tous les romans réalistes de l'époque, il, 3e personne, on parle d'un personnage, etc. Alors, on peut se poser des questions, je ne dis pas que c'est la solution, il n'y a pas de solution en fait en littérature, mais on peut se poser des questions et arriver à des réponses possibles, en tout cas qu'il est intéressant de voir et qui peuvent être des réponses qui peuvent donner à lire le texte d'une autre façon si on veut. C'est que nous étions à l'étude quand le proviseur entra. Vous savez que dans Madame Bovary, le proviseur rentre au début du texte avec un nouveau. Et donc on parle du nouveau par la suite, qui est le personnage Charles Bovary, qui est enfant quand il rentre dans cette classe. Cet enfant va être le mari, plus tard, de Emma Bovary, et c'est un médiocre médecin de campagne, et Madame Bovary, bien sûr, espérait trouver quelqu'un de plus intéressant. Et elle va se marier avec cet homme un peu médiocre, etc., ce qui fait qu'elle va chercher des amants, qui sont des amants beaucoup plus loufoques, si on veut, Rodolphe, Léon, etc. Déjà, les noms aussi sont importants. Mais ce nouveau, que Flaubert écrit en italique, donc il demande au lecteur de faire attention à ça. Il aurait pu écrire le nouveau tout simplement, il écrit le nouveau en italique. Dans le nouveau,
il y a le mot nous et il y a le mot vos, nouveau. Et c'est que Bovary, le choix du nom n'est pas du tout innocent. Bovary, c'est quoi? Bovary, ça fait référence au bœuf. Le bœuf, c'est bien sûr le taureau castré. Or, Charles Bovary, le mari de Emma Bovary, c'est un peu, c'est le grand, c'est la grande préoccupation d'Emma. Il est jamais à la hauteur dans tous les sens. Et donc c'est pour elle, c'est un peu le bœuf. C'est celui qui n'arrive pas à être taureau. Comment interpréter ce nous dans le début de Madame Bovary? Nous et nouveau, c'est que d'une certaine façon, ça c'est une lecture tout à fait personnelle, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas c'est une explication. On peut essayer de trouver cette explication. Le nouveau, c'est que Flaubert est en train de nous dire d'une certaine façon, nous qui sommes en train de lire aussi. C'est le lecteur qui rentre dans le texte, bien avant toutes les théories sur le lecteur comme quelqu'un de productif. Il est en train de dire, nous sommes encore des veaux. Nous sommes des veaux, c'est-à-dire des petits. Et il y a tout un apprentissage à faire de la littérature pour pouvoir devenir soit des bœufs, soit des taureaux. Ça, c'est chaque lecteur après, dans la lecture qu'il fait, est un lecteur qui est plutôt bœuf ou plutôt taureau, si on veut le voir de cette façon-là, c'est-à-dire plutôt passif ou plutôt actif. Et ce qu'il faut redire de ça, c'est que Flaubert demande une lecture active du texte. Il faut que le lecteur s'implique dans le texte pour découvrir que ce livre ne parle de rien, ou en tout cas un sujet très mince. C'est l'histoire d'une femme qui trouve des amants, c'est tout à fait banal. Et ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de dire au lecteur, mais c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est autre chose. C'est comment j'arrive à montrer au lecteur, en fait, que ce texte-là, où il n'y a pas du tout de psychologie, est plein de psychologie, mais pas de la psychologie habituelle, c'est pas du Balzac. On ne nous dit pas Madame Bovary est de cette façon, il n'y a pas d'adjectif. Il nous montre la psychologie du personnage par les objets, et donc par ce qui entoure les personnages. Donc ça, c'est une façon de jouer avec le lecteur, c'est une façon de lui montrer que la littérature, c'est non seulement des choses qui sont des référents, qui sont une histoire, c'est aussi, sous la lettre, des choses qu'il faut essayer de lire et de voir. Bien, pour les noms des personnages, bien sûr, des personnages comme Meursault de Camus, le nom dit beaucoup de choses, ou le fameux Godot de Samuel Beckett, qui aussi a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est assez clair quand on pense à l'anglais, de God, de Dieu. Donc, bien sûr, dès qu'un écrivain choisit un nom de personnage, il est en train de jouer dans le sens dont je parle. Le jeu non pas comme simplement quelque chose de futile, mais quelque chose qui est une communication avec le lecteur. Donc, tout dans un roman, tout fait signe, mais échappe à la reproduction, puisque la littérature, en inventant un monde, devient par la même productivité, création. Alors, une façon de mettre en image cette idée, il n'y a plus de piles. Pardon. Une façon de mettre en image cette idée me semble être cette toile de Magritte qui s'appelle la reproduction Internet. Là, j'y vois une métaphore de la création artistique, plastique ou littéraire. Et d'ailleurs, les deux arts ici sont convoqués, puisque, vous voyez, un livre est posé sur je ne sais pas si on voit très bien, le rebord de la cheminée. Ce qui est mis en avant, ici, dans cette toile, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'ébranlement de l'identité. Le miroir, placé entre la réalité et son reflet, ne reproduit pas fidèlement, en fait ne remplit pas sa fonction de miroir, mais assume une fonction de création où tout devient possible. Que le personnage soit vu de dos, en même temps que le livre soit inversé. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, le livre, lui, il
il a un reflet normal hein, dans le miroir, alors que le personnage, lui, est vu de dos. Ce qui fait que ce qui est derrière le personnage n'existe plus, n'est pas reproduit. L'interdiction du titre, elle est sûrement là, hein, cette reproduction interdite, dans ce qui peut être vu et qui se situe derrière le personnage. Peut-être l'auteur. Ainsi donc, c'est l'identité qui est problématique. Et l'identité, dans le roman, bien sûr, c'est quelque chose de très problématique. On a vu dans les années 60, avec le structuralisme, avec les textes de Barthes, de Foucault, cette idée que l'auteur n'existe pas. Hein, l'auteur est mort. Il n'y a pas d'auteur. Hein, mais bien sûr, il y a quelqu'un qui a écrit l'œuvre. Mais ça devient problématique à partir donc, des années 60-70. Ce n'est pas un hasard non plus. Le roman qui est ici posé sur ce rebord de cheminée, c'est un roman d'Edgar Allan Poe, hein, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, qui est lui-même une réflexion sur l'identité. Hein, puisque, si vous avez lu le livre, à la fin du livre des aventures d'Arthur Gordon Pym, il n'y a pas de fin en fait. Il y a des points de suspension, le livre n'a pas été terminé, les personnages se trouvent devant une mer blanche, et on ne sait pas trop comment se termine le livre. Et Jules Verne avait voulu faire une suite, avait créé une suite avec le Sphinx des glaces, hein, où il invente une suite. Mais ce que pose, la problématique que pose Edgar Poe dans ce livre, c'est la problématique de l'identité du personnage, qui est un jeune enfant qui part sur un bateau et qui va découvrir un monde assez fabuleux. Et donc, le personnage, l'auteur, fait partie d'un jeu, fait partie d'un jeu JEU, hein, mais il devient lui-même un jeu, JE, à la place de celui qui regarde. Dans ce cas-là, celui qui regarde le dos de Magritte et en même temps qui perçoit, enfin le dos du personnage de Magritte plutôt, et qui perçoit l'envers et l'endroit du livre en même temps. Donc, il y a ces deux aspects. Hein, l'aspect donc de reproduction impossible et de reproduction normale et évidente. Et c'est ainsi que le jeu, tel que je l'entends, est une expérience inhérente à la littérature. Hein. La fonction communicative de la littérature n'est pas la fonction essentielle, en tout cas si nous considérons la littérature en tant que pratique artistique. Et cette fonction ludique souligne davantage les rapports entre littérature et création. Donc pour cela, je vais parler de ce groupe de Loulipo. Créé en 1960, en fait, au départ, c'est un groupe d'amis qui va créer ce groupe ouvroir de littérature potentielle pour montrer, aussi bien en aval qu'en amont, dans la littérature française, c'est-à-dire dans les textes du passé et dans les textes à venir, que la potentialité est toujours à l'œuvre. Hein, voilà, ce sont les premiers, ceux qui ont créé le groupe, François Lelièvre, Jean Lescure et Raymond Queneau, qui vont l'animer. C'est surtout Raymond Queneau qui était connu par la suite et qui est devenu, bien sûr, qui était déjà un écrivain qui avait fait partie du surréalisme, qui était sorti parce qu'il en avait assez un peu de la dictature d'André Breton, et qui, justement, va créer un groupe où la liberté est absolue. Hein. C'est vraiment un groupe où on ne peut pas être... on ne peut pas en sortir. Hein. Il y a que, même quand on est mort, on fait encore partie du groupe. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez intéressant, enfin, je ne sais pas si c'est intéressant entre guillemets, c'est qu'il y avait une seule possibilité de ne plus appartenir à l'Oulipo. En fait, ça existe encore. Hein. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'écrire une lettre. C'est d'écrire une lettre où on dise de façon explicite qu'on se suicide parce qu'on ne peut pas appartenir à l'Oulipo. Voilà, c'est la seule façon de ne pas être membre de l'Oulipo une fois on est membre de l'Oulipo. Donc, ce qui fait que tous les gens morts, vivants, font partie de l'Oulipo. Il y a eu des Oulipiens assez connus, comme Marcel Duchamp, comme Italo Calvino en Italie. Hein, on en parlera
parlera d'autres aussi, d'autres écrivains. Et il s'agit de faire affleurer la potentialité de l'écriture. L'une des premières méthodes, c'est plus une méthode qu'une technique, une méthode va être inventée par Jean Lescure, la méthode S+7, qui consiste à choisir un texte, en général un texte connu, et de remplacer chaque substantif par le 7e substantif dans un dictionnaire donné. Alors, prenons par exemple un texte très connu comme celui de L'étranger de Baudelaire. Je vous laisse lire un peu le texte. Bon, on ne va pas s'arrêter ici sur l'analyse du poème, c'est vraiment un des poèmes importants de Baudelaire, puisqu'il appartient au Spleen de Paris. C'est-à-dire qu'après Les Fleurs du Mal, il publie ce livre, le Spleen de Paris, où il propose des proses poétiques ou des poèmes en prose. Et donc, l'une des premières méthodes de S+7 va justement proposer, à partir des textes qu'on pourrait appeler canoniques de la littérature française, va proposer une espèce de révolution dans le sens où il faut que la littérature soit quelque chose qui soit active. Il faut réactiver sans cesse la littérature, et donc il faut la sortir un peu de son carcan institutionnel, académique, même si quelquefois ça peut déranger certains. Je conçois que le fait de manipuler des poèmes connus, etc., ça puisse pour certains être quelque chose qui est impensable. Mais bon, ça peut faire rire, ça peut être amusant, mais ça peut aussi provoquer des réflexions sur l'écriture elle-même. Voilà ce que proposait, à ce moment-là, à partir du S+7, ça devenait donc l'étreinte. Je le lis comme ça très vite, mais qui aimes-tu le mieux? Homochromie énéagonale dit ta perfection, ton mérinos, ta soif ou ton frétillement? Je n'ai ni perfection, ni mérinos, ni soif, ni frétillement. Les amidons, vous vous servez d'un paro dont la sensiblerie m'est restée jusqu'à ce jouteur inconnu. Ton patron, j'ignore sous quel laudanum il est situé. Le Bécard, je l'aimerais volontiers, défaut immortel. L'orangeade, je la hais comme vous haïssez différenciation. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étreinte? J'aime les nucléarisations. Les nucléarisations qui passent là-bas, les merveilleuses nucléarisations. Voilà, donc, à partir d'un poème connu, ça force le fait qu'on soit obligé de lire d'abord le poème original pour ensuite manipuler et trouver des mots qui quelquefois sont des mots qu'on ne connaît pas et donc qui quelquefois peut servir justement à acquérir aussi du vocabulaire. Ou à partir, là, un peu plus vite, de La Fontaine, à partir de La Cigale et la Fourmi, je ne vous mets pas le texte original qui est assez connu, voilà ce que ça donnerait. La cimèse ayant chaperonné tout l'éternueur, ce tuba fort dépuratif, quand la bille saxée fut verdie, pas un sexué pétographique Morio de moufette ou de Véra. Elle a la crochet franche et la fraction sa volcanique, le processionnant de lui primer quelques gramènes pour succomber jusqu'à la salande nucléaire. Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, avant l'apanage, folâtrerie d'anamite, interlocutoire et priodonte. La fraction n'est pas prévisible, c'est là son moléculaire défi. Que feriez-vous au tendon cher? Discorda-t-elle à cette énartose, trose. Nuncupation et joyaux à tout vendeur, je chaponnais, ne vous déploie. Les chaponniers, j'en suis fort alarmante, eh bien, débagoulez maintenant. Voilà, donc cette méthode permet de démythifier la littérature, de prendre en compte sa valeur de travail sur la langue. Écrire, c'est travailler la langue, c'est la malaxer, c'est la manipuler. Cela permet à tous de produire du sens, de créer des textes, en réfléchissant à des thématiques littéraires. Comme par exemple, donc, quel est le rôle de l'auteur? Est-ce que le plagiat est une technique littéraire? Quel est le sens d'un texte? Il y avait une phrase de Lautréamont dans les poésies qui disait que la poésie doit être, n'importe quelle fille de 15 ans doit être capable de faire de la poésie. Et donc, comment pouvoir
donner la possibilité à tout un chacun de devenir poète, de créer de la poésie, du texte littéraire. Ça, c'est vraiment une première approche qui permet justement aux apprenants, qui permet à tout un chacun de pouvoir entrer en littérature si on veut. Hein, ça force à lire, à comprendre, puis à produire aussi. Bien, Raymond Queneau va proposer en 1961 une machine textuelle capable de composer des poèmes, hein, à partir de cette idée de potentialité et de combinatoire, en créant ces 100 000 milliards de poèmes. Alors, il présente un livre de cette façon, où il présente des sonnets qu'il va découper, chaque vers est découpé, ce qui donne en tout 100 000 milliards de poèmes possibles. Hein, je cite Queneau, il disait ce petit ouvrage permet à tout un chacun de composer à volonté 100 000 milliards de sonnets, tous réguliers bien entendu. C'est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité. Il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années, hein, en lisant 24 heures sur 24. En fait, il s'agit donc de 10 sonnets sur 10 feuilles, chacune d'elles séparées en 14 bandes horizontales où figure le vers. Hein. Raymond Queneau, qui était aussi mathématicien, comme bon nombre d'écrivains de l'Oulipo, s'était amusé à faire un calcul encore plus exact par la suite. Et voilà ce qu'il disait, en comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'1 million de siècles de lecture. Et en lisant toute la journée, 365 jours par an, pour 190 258 751 années, plus quelques plombes et broquilles, sans tenir compte des années bissextiles et autres détails. Donc ça fait vraiment beaucoup d'heures de lecture, et souvent il y a cette question qui revient, quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? C'est celui-là hein, qu'il faut vraiment avoir. Donc Raymond Queneau montre de cette façon-là ce qu'est la productivité de l'écriture, hein, et qui est associée à ce concept de potentialité qui pointe vers une nouvelle approche de la littérature, non plus d'un point de vue institutionnel, mais d'un point de vue pratique. Hein. La littérature, c'est la lettre, c'est l'écriture, et c'est essentiellement une forme qui trouve un contenu plutôt qu'un contenu à la recherche d'une forme. La potentialité révèle cette aventure d'une écriture dont parlait Jean Ricardou. L'écrivain n'a en somme rien à dire, hein, c'est en trouvant une forme qu'il dit, et ce qu'il dit devient un contenu a posteriori. Le sens est donc sans cesse en fuite, il se construit au cours de la mise en forme. C'est quelque chose qui est, je pense, essentiel à partir des années 50 du XXe siècle, à partir du nouveau roman. Bien sûr, l'auteur qui va devenir vraiment le grand auteur de l'Oulipo, c'est à mon sens, hein, en tout cas Georges Perec, qui va illustrer cet aspect de la littérature, et avec lui, l'Oulipo va définitivement acquérir ses lettres de noblesse, avec un premier texte, le premier texte, La disparition. Perec travaille à partir de l'idée que la contrainte doit devenir le sujet même du texte où elle s'inscrit. Hein. Et donc il va proposer un texte, un livre, qui fait quand même 300 pages, un roman de 300 pages, où ce qui disparaît, c'est une voyelle. Hein, c'est la voyelle E. C'est la plus utilisée en français. Hein, donc le roman raconte bien sûr des aventures ou une aventure, mais ce qui est important, là encore, c'est pas l'aventure en soi, c'est pas l'histoire, c'est vraiment le fait de voir, ça oblige le lecteur à faire un parcours avec l'écrivain, d'une certaine façon, et de voir comment il évite des mots qui auraient dû être à une place précise. On s'attend à des mots, puis tout d'un coup on voit que c'est quelque chose d'autre. Quelquefois ça étonne. Il y a d'ailleurs un critique à l'époque qui n'avait pas vu du tout le jeu, qui s'était demandé pourquoi de temps en temps il y a un vocabulaire un peu bizarre, etc. Bien sûr, c'est parce qu'on est obligé, en évitant les E, de trouver d'autres mots.
Donc là encore, c'est l'écriture qui est mise par devant l'aventure. Donc il faut lire la forme pour voir la contrainte. La contrainte, c'est une obligation qui peut être formelle, qui peut être thématique, etc. Là, c'est une obligation strictement formelle, c'est ce qu'on appelle un lipogramme, l'absence d'une lettre. Et donc, le lecteur va s'interroger sur le choix des mots, et Pérec s'amuse à égrener, à laisser des indices dans le texte pour montrer de façon assez évidente, à la fin ça devient très évident, hein, pour montrer que c'est justement le « e » qui manque. Dans l'édition originale, sur la couverture figurait un énorme « e ». Hein, et dans une édition récente, qui est assez intéressante, dans la collection d'Imaginaire, le titre « La disparition » était sur une couverture blanche, était écrit en blanc et avec un relief. Et donc on ne voyait pas, le titre. Hein. Simplement on pouvait le percevoir ou le toucher. Donc c'était assez intéressant de montrer, mais en même temps de ne pas montrer. Il y a toujours cette idée de cacher quelque chose que quelqu'un doit voir, qui, bien sûr, c'est le lecteur qui doit découvrir ce que l'écrivain a voulu nous cacher. Il y a d'ailleurs dans le roman une définition de ce qui a disparu. À un moment, il est dit, voilà, ce qui a disparu, c'est un rond, pas tout à fait clos, fini par un trait horizontal. Donc, qui évoque la forme du E minuscule. Mais le nom du héros aussi entonne voile, hein, dans lequel on devrait entendre voyelle, si on restitue justement les E manquants, devient aussi évident. Mais il y a d'autres choses. Hein, il s'amuse à montrer justement cette contrainte. C'est un roman qui comporte 26 chapitres, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet en français, mais il manque le chapitre 5. Hein, donc on passe du 1, 2, 3, 4, 6. Donc là, il y a un manque évident que le lecteur doit percevoir pour s'apercevoir qu'il y a une raison. C'est le fait que le chapitre 5, c'est le E, c'est la 5e lettre de l'alphabet. Il y a aussi des parties. Il y a 6 parties, comme le nombre de syllabes. Hein, mais la deuxième partie n'existe pas. Donc il y a une première partie et une troisième partie. Donc là encore, pourquoi la deuxième partie n'existe pas? Puisque dans l'ordre des voyelles, le E est la deuxième voyelle. Et puis toute une série de 26 qui s'accumulent dans le livre, où toujours la 5e partie de cette série manque. Hein. Par exemple, à un moment, le personnage voit dans une bibliothèque, il voit 26 livres. Hein. Mais il manque le tome 5. Donc il y a les 26 tomes, mais il manque le tome 5. Ou alors, dans une course hippique, le cheval numéro 5, finalement, ne prend pas le départ. Hein. Ou, bon, il y a des pastiches, ce qui est peut-être plus intéressant dans le livre, parce qu'il y a tout un travail sur la réécriture aussi, des pastiches de poèmes classiques qui sont des réécritures sans E. Il y a un poème de Baudelaire, par exemple, Recueillement, qui devient Sois soumis mon chagrin. Ou alors, et le nom, bien sûr, Baudelaire ne pouvait pas apparaître puisqu'il y a un E, donc le nom de l'auteur c'est Un fils adoptif du commandant Opic. Ou alors il y a le Victor Hugo avec son poème Beaux endormis qui devient Beaux assoupis. Et puis il y a le poème des voyelles de Rimbaud. Voilà. Voyelles de Rimbaud, donc ici je vous mets l'original qui est assez connu, mais ce qui est intéressant, c'est comment Pérec va réécrire ce poème sans utiliser les E. Hein, parce qu'il devient, c'est pas facile. Hein. Il faut reconnaître le poème, bien sûr, mais on ne peut pas utiliser les E. Donc voilà ce qu'il propose. Ça devient vocalisation. Hein, A noir, un blanc. I roux, U safran, O azur. Nous serons aujourd'hui ta vocalisation. A noir carcan poilu d'un scintillant morpion qui tombe bombiné autour d'un nid d'oral impur. Capes obscures qui cristallent du brouillard ou du camp. Harpon du fjord au teint roi blanc, frisson d'amis. I carmin sans vomi, riant ainsi qu'un lys dans un courroux ou dans un alcool mortifiant.
scintillation rond divin du flot marin, paix du pâtis tissu d'animaux, paix du fin, sillon, qu'un fol savoir au grand front imprima, au finitif clairon, aux accords déguisoires, soupir ahurissant nadir ou nirvana, au l'omicron payant violin dans son bois. Et puis, Pérec dissémine son texte de proverbes qui sont connus de tous, qu'il va modifier aussi selon la même contrainte, en quelques expressions comme ça, transformées, hein, ni une ni deux, qui devient ni 6 moins 5, ni 10 moins 8. Ou alors l'expression un malin, malin et demi, qui devient un malin, malin quart. Hein, ou prenant ses clics et ses claques, qui devient ayant pris son clic sans pour autant qu'il ait mis son claque. Voilà. Donc, bien sûr, ça, au moment où le lecteur lit ce genre d'expression, il a tout de suite en tête qu'il existe une expression originale qui, elle, comporte un E, ce qui fait que, normalement, un lecteur normal, disons, doit voir qu'il manque un E. Quelquefois, les lecteurs sont plus perspicaces que certains critiques, hein, puisqu'un critique ne l'avait pas vu. À un autre moment, le personnage, Antoine Voile, écrit « Portons 10 bons whisky à l'avocat Gouja qui fumait aux eaux », ce qui, en fait, rappelle un pangramme qui est « Porter ce vieux whisky au juge blond qui fume ». Un pangramme, c'est donc toutes les lettres de l'alphabet sont dans le texte. Hein, il faut utiliser toutes les lettres pour écrire une phrase. Hein, donc, il réécrit un autre pangramme. C'est assez difficile d'écrire, de faire des pangrammes. Hein, et donc, voilà, là aussi, il joue sur cela. Donc, tout dans le roman est fait pour que le lecteur découvre le E absent. Et, en voyant la contrainte, s'intéresse davantage à l'écriture qu'à l'aventure. Hein. Si on lit, il est vrai, la disparition comme un livre, disons comme un roman avec une histoire, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est une histoire un peu loufoque, c'est assez compliqué. Donc l'intérêt de la lecture de ce livre, c'est simplement de voir comment Georges Perec arrive à raconter en 300 pages une histoire sans utiliser de... En fait, à la base, c'était une histoire que voulaient écrire les gens de l'Oulipo, ensemble. Ils avaient commencé à écrire cette histoire, et puis finalement, Marcel Benabou et les autres donc s'étaient dit c'est trop compliqué, on laisse tomber. Et Perec, lui, qui était quelqu'un de très... qui aimait beaucoup ce genre de jeu et très constant dans son travail, donc avait dit voilà, moi je vais le faire. Hein, et il est arrivé à construire ce texte-là. Un peu plus tard, il va faire un texte encore plus bizarre, si on veut, c'est qu'il va écrire Les Revenantes. Les Revenantes, en faisant une petite faute d'orthographe, donc il y a certaines licences, il n'y a que des E. Hein, Les Revenantes, c'est un texte un peu plus court que La Disparition, mais là, il ne va utiliser que la voyelle E. Hein, il gomme toutes les autres voyelles. Alors, pour vous montrer que ça peut sembler un texte illisible, si on veut, mais voilà le début de la disparition, qui se lit tout à fait normalement. Au début, on ne peut pas savoir, hein, on ne peut pas voir cette absence de E, qui d'abord a l'air d'un roman jadis fait, où il s'agissait d'un individu qui dormait tout son saoul, donc Antoine Voile, n'arrivait pas à dormir, il alluma. Son jazz marquait, minuit 20, il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il ne saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Donc voilà, c'est le début de la disparition. Là, on ne voit rien. Puis petit à petit, le texte commence à nous donner des indices pour que le lecteur puisse vraiment participer à cette lecture. Donc on ne peut pas lire ce roman sans reconnaître la contrainte qui le fonde. Hein, c'est la contrainte qui en fait l'intérêt. Et donc le mécanisme doit être révélé pour comprendre ce qui nous est offert. D'autre part, cette absence de E dans l'œuvre de Perec, c'est pas simplement un jeu. Ça va beaucoup plus loin que le jeu, puisque ça renvoie aussi à E-U-X, hein, c'est-à-dire les parents. Les parents de Georges Perec, qui est mort pendant la guerre, puisque Perec est issu d'une famille de juifs d'origine polonaise, émigrés à Paris, et son père, Ishek Peretz, meurt au cours de la guerre, il est mortellement blessé en 1940, et sa mère l'envoie en 1941
à Villard-de-Lans pour lui sauver la vie, hein, en fait. Et donc, il va franciser son nom, qui devient Pérec, et d'ailleurs tout le monde se trompe, ou très souvent on se trompe et on met un accent sur Pérec alors qu'il n'y a pas d'accent. Hein, mais sa mère va mourir en 1943 à Auschwitz. Et donc dans tous les romans, Pérec fait un hommage à ses parents sous forme de l'absence. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre cette obsession qu'il a de l'absence qui apparaît dans tous les romans, soit sous forme de lettres comme dans La disparition, soit dans La vie, mode d'emploi, d'une autre façon, puisque il va construire tout un système très élaboré, je ne sais pas si c'est là, c'est ça, dans La vie, mode d'emploi, qui est vraiment, à mon sens, le grand roman de Pérec. Hein. S'il y a un roman de Pérec qu'il faut absolument lire, c'est celui-là, c'est un gros roman avec un S en plus, hein, c'est le sous-titre de La vie, mode d'emploi. Il y a de nombreuses histoires, en fait il y a 99 histoires. Il utilise quelque chose qui est assez compliqué en mathématiques, qui est ce qu'on appelle la polygraphie du cavalier. En fait, c'est à partir d'un jeu d'échecs, c'est de trouver la façon, à partir du mouvement du cheval, hein, du cavalier, de se déplacer dans toutes les cases, sans jamais répéter la même case, hein, sans jamais revenir deux fois sur la même case, et en utilisant toutes les cases possibles. Lui, il va encore compliquer la chose, puisqu'il va inventer un casier, un damier de 10 sur 10, donc de 100 cases. Simplement, il ne raconte pas 100 histoires, il en fait 100 moins une, puisque à gauche, ici en bas, il situe la cave de l'appartement. En fait, c'est un immeuble. On a enlevé la façade, et donc chaque case représente des appartements de personnages. Et donc, il enlève cette case du bas, qui est encore un hommage, le vide, hein, qui est encore un hommage à l'absence, à ses parents. Et dans le texte, il y a une image très belle, qui est celle d'une fillette qui, à un moment, prend son goûter et a un petit gâteau lu et qu'elle croque. Et donc, en croquant ce biscuit, elle laisse une marque qui est ce vide, en fait. Et donc, là encore, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme. C'est à travers ce petit détail, c'est tout le roman qui est, en fait, montré. C'est vraiment ce roman de Pérec qui est très complexe, hein, dans la forme, dans l'élaboration, mais le lecteur, alors que pour La disparition, il devait connaître la contrainte pour pouvoir plus ou moins suivre le roman, et pour que ça ait un intérêt, là, il n'y a pas besoin de voir les contraintes. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup plus. Mais c'est un roman qui peut se lire, donc à deux niveaux. C'est un peu comme le Rayuela de Cortázar, où on peut le lire de deux façons différentes, et où Cortázar donne donc deux façons, hein, la façon linéaire et la façon qu'on pourrait appeler tabulaire, où à chaque fin de page, il y a une page qui nous renvoie à une page d'un autre endroit du livre, etc. Donc là, c'est un peu ça aussi, on peut prendre les chapitres et ne pas les lire dans l'ordre, puisque chaque chapitre, c'est un peu une histoire, mais c'est fait de telle façon que le jeu contribue à ce que le lecteur puisse découvrir certaines contraintes, d'autres pas, parce qu'il y en a beaucoup, et certaines sont des clins d'œil, quelquefois aux amis de Loulipo, à d'autres, etc. Mais ça fait une lecture qui est tout à fait normale, hein, si on veut. Voilà. Donc c'est vraiment un roman polyphonique, hein, cette vie mode d'emploi. Tout est jeu, et je cite, le livre entier s'est constitué comme une maison dont les pièces s'agenceraient comme celle d'un puzzle. Et donc il y a cette idée de puzzle qui est présente, cette idée de jeu. La construction du roman est placée sous ce signe du puzzle, et Pérec a pensé son roman comme une espèce de fragment, de différents fragments où tout va s'emboîter. Hein, le thème central, c'est l'histoire de puzzle qui permet l'union des différents personnages. J'en cite certains très vite. Barthelbus, qui est le peintre d'aquarelle, Winkler, qui transforme ses aquarelles en puzzle, Morellet, qui se charge de redonner au puzzle leur apparence originale d'aquarelle, Vallène, qui est un peu l'alter ego de l'auteur, qui rêve d'assembler tous ces éléments, tous les éléments de l'immeuble, pour en faire une toile unique. Et à la fin du roman, le lecteur se rend compte qu'il ne manque qu'une seule pièce,
celle qui a en fait même la forme d'un W dans le puzzle, qui renvoie à un autre grand texte de Perret, qui est W, ou le souvenir d'enfance, où là, il fait un hommage à sa mère lorsqu'elle le laisse à la gare pour qu'il prenne le train et pour échapper donc à la répression nazie. Et donc, ce souvenir d'enfance, c'est ce moment où il quitte sa mère et qui revient sans cesse dans tous ses livres. Bien. Je ne sais pas si j'ai le temps de... Non, je ne vais pas citer, j'ai une citation assez longue, mais je vais passer très vite. Voilà, donc je vais conclure en disant que le jeu n'est jamais innocent. La fonction ludique de la littérature ne suppose en aucun cas la superficialité, ni la facilité, ni la gratuité, ni la futilité. Au contraire, le jeu met l'accent sur la lettre, qui est en définitive la matière de la littérature, ce qu'on pourrait appeler son corps. Et c'est peut-être justement cet aspect qui a été censuré par les tenants d'une littérature réaliste, une littérature qui dit quelque chose, qui évoque l'esprit, l'inspiration, la présence divine. L'auteur devenant thaumaturge et s'attribuant une majuscule qui l'éloigne des mortels. Or, c'est par le jeu que la littérature touche au plus près l'expérimentation pour échapper à l'expérience, qu'elle devient aventure d'une écriture, donc, plutôt qu'écriture d'une aventure, qu'elle permet l'union de la forme et du contenu dans une harmonie qui refuse la possibilité d'un sens préalable, qu'elle devient en définitive art et non reportage, selon le mot de Mallarmé. Le jeu montre que la littérature n'est pas essentiellement communication, même si elle peut l'être. Mais elle n'est pas du côté, en tout cas, de la communication passive. Elle est du côté de la création, et elle suppose une activité constante, une interaction. Bon, pour montrer la vitalité de l'Oulipo, un groupe qui, après plus de 50 ans d'existence, continue à proposer des contraintes régulièrement, je termine cette intervention en parlant simplement du travail d'un des membres actuels qui s'appelle Anne Garreta, et qui, dans son premier roman, Sphinx, qui avait été publié en 1986, construisait un roman amoureux avec des personnages où on ne pouvait pas savoir si les personnages étaient masculins ou féminins. Donc la contrainte dans ce roman, c'était d'éliminer les genres et de ne pas marquer le féminin, dans ce sens-là, pour que le lecteur puisse librement inventer les personnages et découvrir lui-même ou inventer lui-même les genres des personnages. Donc ça supposait un travail aussi sur la langue, sur la langue française. Et ça supposait que le lecteur devient une espèce de voyeur à la recherche, là encore, des mots évités et des formes choisies pour brouiller les pistes. Et je terminerai sur cette image qui est un tableau de Ingres, Oedipe et le Sphinx, puisque le lecteur, d'une certaine façon, pourrait dire que c'est Oedipe devant le Sphinx qui doit résoudre les problèmes, trouver la réponse aux questions les plus énigmatiques pour pouvoir finalement, lui, se reconnaître. Et en fait, pour moi, la littérature, c'est ça, c'est cette pratique où le ludique permet la reconnaissance du lecteur en tant que quelqu'un qui agit dans le texte. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup Ricard et Paul pour cette passionnante conférence. Est-ce qu'il y a quelques questions avant que qu'on fasse une petite pause pour le déjeuner? Est-ce que certaines personnes veulent réagir, intervenir? Non, pas de questions? Bon, de toute façon, vous intervenez cet après-midi en atelier, donc certains d'entre vous auront la chance donc, de continuer cette réflexion avec M. Ripoll.
Pour l'instant, donc, nous allons faire une pause déjeuner et donc on se retrouve tous à 15 h pour le début donc, du premier atelier. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Merci. L'écriture qui, à travers une réflexion métalinguistique, conteste les textes du passé et les inscriptions passées, etc., soit plutôt du côté de la contestation et donc de l'illusion littérale. Ricardo situait, pour aussi mettre les choses au clair, d'un côté, donc, je disais Balzac comme représentant de cette écriture plus classique, conventionnelle, de l'autre côté, il y aurait Flaubert. Flaubert, qui est donc l'auteur qui, d'une certaine façon, représente au XIXe siècle quelqu'un qui a pensé la littérature plutôt du côté de la contestation. Même si, je suppose que tout le monde connaît Madame Bovary, c'est un texte que l'on peut lire, on peut en lire l'histoire, on peut en lire, disons, ce qui est le fil de l'aventure, si on veut, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est comment, c'est la forme. C'est comment ce texte est écrit. Hein. Flaubert voulait faire un livre sur rien, et donc quand on écrit sur rien, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on dit? On ne dit que des choses qui contestent d'une certaine façon le récit. Alors, en effet, dans tout texte, il existe cette tension entre l'euphorie du récit et sa contestation, ce qu'on pourrait appeler sa mise à l'épreuve. Les gens se souviennent de toi. C'est génial, parce que je me suis fait pirater ma boîte, donc on s'est envoyé à tous les contacts, je sais pas quoi. La boîte, je crois que c'est parfait. Ouais, c'est comme les liens, il fallait cliquer sur un lien, on peut suivre les régimes. Jamais. Alors, nous allons reprendre donc avec la deuxième... Une théorie, en tout cas des réflexions sur la littérature, son rapport à la communication, à la représentation. Et je voudrais tout d'abord partir d'une opposition proposée par Jean Ricardou, qui, dans les années 60, faisait partie du nouveau roman, à la fin des années 50, puis dans les années 70, du mouvement, de la mouvance telle qu'elle. Sûrement cette première diapositive, ce premier schéma est peut-être le plus complexe de ce que je vais présenter. Après, vous allez voir que ce sont des exemples tirés de la littérature française qui seront beaucoup plus simples. Mais il me semble que cette opposition est aujourd'hui encore tout à fait pertinente. Il opposait l'écriture d'une aventure à l'aventure d'une écriture. Deux façons, en fait, de concevoir la littérature. Pour lui, ce qu'il appelait la littérature, disons, ancienne, dont le modèle serait au XIXe siècle Balzac, ce serait du côté de cette écriture d'une aventure. C'est-à-dire qu'il y aurait plutôt
l'euphorie du récit et l'illusion référentielle, alors que l'aventure d'une écriture, pour lui, dans les années 60-70, c'était cette nouvelle écriture qu'avait déjà proposé le nouveau roman, que continuait à proposer tel quel, et qui va continuer avec d'autres mouvements, comme l'Oulipo, on le verra, et même on pourrait dire aujourd'hui encore, actuellement, le mouvement, c'est pas vraiment un mouvement, c'est pas vraiment une école, c'est une mouvance aussi de ce qu'on appelle l'autofiction, et on voit que dans l'autofiction, il y a un peu ces deux caractéristiques. Il y a certains auteurs sur le règlement de l'autofiction qui vont plutôt du côté de cette euphorie du récit, et d'autres auteurs qui vont plutôt du côté de la contestation du récit. C'est pas quelque chose qui est, disons, tout à fait carré. C'est pas on a 50% de l'un et de l'autre. Vous voyez qu'au centre, il y a une ligne en pointillé qui peut varier, et il y a certains textes qui peuvent avoir beaucoup plus de contestation du récit ou beaucoup plus d'euphorie du récit. Hein, pour être clair, disons que les romans, les récits qui vont plutôt du côté de l'aventure, de raconter quelque chose, seraient donc ces récits où il y a une illusion référentielle beaucoup plus importante, alors que les récits qui contestent... Conférence, donc une thématique tout à fait différente, comme vous le voyez, la fonction ludique de la littérature. Donc, comme vous le savez, c'est un programme assez éclectique qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, monsieur Ricard Ripoll de l'Université autonome de Barcelone donc, va vous en dire plus. Donc, je lui cède la parole. Bonne conférence. Merci. Si tu veux, je te montre une chaise ici. Ici, la main au côté. Si tu veux. Je vais être le plus léger possible. Si je me mets là, t'inquiète pas. Ouais. Je vais vous parler du rapport du jeu et de la littérature. En présentant dans un deuxième temps le mouvement Oulipo. Mais je voudrais d'abord, avant de parler de Oulipo, voir comment le jeu et la littérature, depuis le début de la littérature française, est quelque chose qui est vraiment... le jeu est ancré dans la littérature française depuis les premiers textes. Hein, depuis, on peut prendre Rabelais, et je vais prendre quelques exemples. Donc je partirai surtout d'exemples pour pouvoir ensuite essayer d'en tirer